Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Excellences, mesdames, messieurs, le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. De ce moment et à jamais, affranchi de toute suggestion, de toute entrave, maître de son destin, maître de ton destin, cher Togo, mon cher pays, te voilà libre enfin. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo, notre patrie. Le 27 avril 1960, le Togo français accède à l'indépendance. Sylvanus Olympio, chef du gouvernement autonome depuis les élections supervisées par l'ONU 2 ans auparavant, devient le président de la nouvelle République. À la tête du comité de l'unité togolaise, il avait mené le combat pour la réunification et l'émancipation de l'ancienne colonie allemande sous tutelle partagée des Français et des Britanniques depuis la Première Guerre mondiale. L'Allemagne avait colonisé cette région de l'Afrique de l'Ouest dans la seconde moitié du XIXe siècle, en négociant des protectorats avec les chefs de la côte. Lors de la conférence de Berlin qui consacre le partage de l'Afrique en 1885, elle fait reconnaître sa colonie sous le nom de Togoland et entreprend de l'exploiter. Mais 20 ans plus tard, avec quelques centaines de colons, la présence allemande dans le pays reste toujours faible. Lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale, le Togoland est rapidement envahi par les Britanniques depuis la Côte d'Or à l'ouest et par les Français depuis le Dahomey à l'est. Les Allemands capitulent dès août 1914 et sont expulsés. La colonie est occupée conjointement par la France et la Grande-Bretagne. Après la guerre, la Société des Nations attribue un mandat sur la partie ouest aux Britanniques et sur la partie est avec la capitale Lomé aux Français. Bien que les deux parties du Togoland devaient être administrées dans la perspective d'une réunification, les Français et les Britanniques incorporent les mandats dans leurs sphères coloniales respectives. La France intègre le Togo dans l'Afrique occidentale française, tandis que les Britanniques font de leur partie une province de la Côte d'Or. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies réaffirment la tutelle internationale sur le Togo face aux puissances coloniales. Le Togo français est détaché de l'AOF et obtient sa propre représentation au Parlement français, sous la pression du groupe ethnique des Ewe et du comité de l'unité togolaise. Alors que l'aspiration à l'indépendance des colonies se fait pressante, la question de la réunification des parties britanniques et françaises domine le débat politique au Togo. Mais en 1956, le Togo britannique opte lors d'un référendum pour son intégration au Ghana, l'ancienne Côte d'Or sur le point d'obtenir son indépendance. Pendant ce temps, au Togo français élevé au rang de république autonome en dépit des objections de l'ONU, l'administration coloniale s'efforce encore de promouvoir les candidats en faveur d'une politique d'intégration dans l'Union française.
Mais la victoire du comité de l'unité togolaise aux élections de février 1958 condamne définitivement le maintien de la France. Sylvanus Olympio est chargé de former un gouvernement et 6 mois plus tard, la levée de la tutelle par les Nations Unies ouvre la voie à une indépendance complète du pays. La présidence de Sylvanus Olympio sera de courte durée. En janvier 1963, moins de 3 ans après l'indépendance, alors que le chef de l'État refuse l'intégration dans l'armée des anciens militaires engagés volontaires des campagnes d'Algérie et du Vietnam et s'apprête à abandonner le franc CFA, il est assassiné lors d'un coup d'État mené par Étienne Eyadema et les demi-soldes. L'ancien Premier ministre Nicolas Grunitzky, favorable au rapprochement avec la France, lui succède, mais 4 ans plus tard, il est à son tour déposé par Eyadema, qui s'installe au pouvoir et impose sa dictature pour 4 décennies. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, c'est avec émotion et fierté que nous célébrons chaque année, le 27 avril, fête de l'indépendance de notre pays, le Togo, dans le strict respect renouvelé du courage, de la foi et des sacrifices de ceux qui ont tout donné pour notre libération du joug colonial. Ceux qui ont conduit le peuple togolais à la victoire historique aux élections générales de 1958, en mobilisant toutes les populations togolaises autour des valeurs patriotiques de l'Ablodé, des valeurs de liberté, de justice, de dignité, des valeurs d'intégrité, des valeurs de progrès social et de prospérité partagée. Ils restent à jamais les plus grands héros de l'histoire contemporaine de notre pays. Ils restent à jamais les pères de l'indépendance et fondateurs de la nation togolaise. Nous leur rendons un hommage vibrant et déférent. C'est en vain que l'on tentera de gommer de l'histoire du Togo ces illustres patriotes et leurs hauts faits. Il est indéniable que la noble vision que tous avaient pour la gouvernance et la souveraineté du Togo s'est brisée avec l'assassinat crapuleux du président Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963. Depuis lors, une dictature militaire et clanique, bâtie à partir de ce meurtre, se perpétue par la force des armes dans la violence et la terreur. L'arbitraire et le tribalisme règnent. L'injustice et l'exclusion prospèrent. La lutte pour le respect des droits humains et l'instauration de l'état de droit et de la bonne gouvernance s'enlisent face à la désinformation, à la prolifération d'institutions aux ordres, à l'institutionnalisation de la corruption, de la fraude électorale et du pillage des ressources nationales. Au cours de toutes ces années de plomb, les scandales, notamment financiers, n'ont cessé de proliférer. Les malversations à la base de ces scandales ont toujours été dénoncées et condamnées par notre parti, l'ANC, avec, à l'occasion, l'interpellation du gouvernement à l'Assemblée nationale. L'actualité en ces temps de confusion au plan sociopolitique, c'est l'aveu du milliardaire français Vincent Bolloré lui-même, devant les tribunaux français, d'avoir corrompu le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, alors que les populations togolaises sont dans l'attente d'éclaircissements sur l'affaire de détournement de fonds liés à l'importation et à la vente de produits pétroliers. La fraude électorale se retrouve dans le processus électoral le plus banal, qu'il s'agisse de l'élection du nouveau maire des Lacs 3, qu'il s'agisse de la validation
par un vote de l'Assemblée nationale du candidat désigné conformément à la loi par l'ANC pour siéger à la HAC. L'arbitraire préside à toutes les décisions administratives, telles que les sanctions qui frappent certains chefs traditionnels en ce moment. Autant d'impostures et de forfaitures qui questionnent la poursuite de la participation de l'ANC aux discussions du CAC et de la CNAP actuellement en cours à l'initiative du pouvoir RPT UNIR. En effet, le gouvernement ne peut appeler à de telles discussions et demeurer fermé aux réformes qui visent à mettre fin à l'arbitraire et à la fraude électorale qui entretiennent la crise politique au Togo depuis des décennies. Un an après l'une des élections présidentielles les plus frauduleuses jamais organisées au Togo et dont les vrais résultats sont inconnus de tous, notamment en raison de la falsification massive des procès-verbaux et des compilations fantaisistes de la CENI et de la Cour constitutionnelle, le pouvoir en place tente de se donner la légitimité et la légalité que ne peut conférer un scrutin aussi frauduleux que celui du 22 février 2020. C'est le lieu de dénoncer une fois encore la fraude électorale consubstantielle au système RPT UNIR et d'exiger les réformes politiques indispensables à la crédibilité des élections. C'est également le lieu de dénoncer une fois encore la gabegie et la concussion, la corruption et les détournements de fonds qui gangrènent l'administration togolaise de la base au sommet. Il est temps d'engager une lutte volontariste contre ces dérives afin de préserver les ressources nationales et de les affecter aux besoins vitaux des populations. Mes chers compatriotes, le 27 avril 2021 est donc pour l'ANC l'occasion de réaffirmer avec vigueur son engagement résolu à poursuivre aux côtés du peuple togolais souverain la lutte qui mène à la liberté, à la justice et à la cohésion nationale. La lutte pour l'alternance et le changement. La lutte qui met fin à la dictature. Nous devons poursuivre cette lutte pour sortir notre pays du cercle vicieux de l'arbitraire, pour que le Togo rompe enfin avec la mainmise d'une minorité sur le pays. Une minorité qui utilise l'appareil d'État pour conserver le pouvoir, appauvrir les populations et bloquer toute possibilité d'alternance. En saluant le courage et la détermination des forces démocratiques en lutte pour le changement, nous invitons les femmes, la jeunesse, les travailleurs de tous les secteurs de nos villes et de nos campagnes à se joindre à nous pour nous réapproprier cet enseignement de notre hymne national qui nous rappelle que nous sommes les seuls artisans de notre bonheur ainsi que de notre avenir. Ensemble, brisons donc les chaînes de la dictature qui nous opprime. Nous en appelons en particulier à la jeunesse de notre pays. Elle doit se préoccuper de la situation lamentable dans laquelle le RPT UNIR s'évertue à maintenir le Togo, sans aucune perspective d'épanouissement. Les jeunes doivent s'engager résolument
sur la voie conduisant à la transformation de notre pays en une nation libre et prospère, débarrassée du tribalisme. Une terre qui offre à chacun et à tous les mêmes chances de réussite. Les jeunes Togolais et les jeunes Togolaises doivent comprendre qu'il est de leur devoir de faire du Togo le meilleur endroit pour vivre et s'épanouir. Pour cela, ils doivent s'organiser eux-mêmes et se mobiliser aux côtés et au sein des forces démocratiques pour défendre leur cause. Le droit à l'éducation et à la formation, le droit à un emploi leur permettant de vivre décemment. Ensemble, ils constituent un puissant mouvement, une force patriotique. Eh bien, qu'ils mettent leur énergie et leur intelligence au service de la lutte pour un meilleur Togo, celui de leur avenir. Togolaises, Togolais, la célébration du 27 avril est aussi pour nous l'occasion de saluer la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui ont donné leur vie au cours de ces années de dictature pour que le Togo retrouve sa dignité. Nous réitérons notre compassion et notre solidarité à tous nos compatriotes blessés dans leur chair, meurtris dans leur âme, injustement arrêtés, détenus, contraints à l'exil ou à la clandestinité. Nous demandons le retour en toute sécurité pour ceux qui sont encore contraints de vivre loin de leur pays. Nous demandons la libération de tous ceux qui sont encore en détention dans les prisons togolaises pour des raisons politiques. Nous demandons qu'il soit mis fin à la situation des personnes injustement inculpées dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Nous ne pouvons accepter que se perpétue l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Mes chers compatriotes, notre lutte est longue et âpre. Elle requiert de l'endurance, de la persévérance et l'inébranlable conviction que toute cause juste, rigoureusement défendue, finit toujours par triompher. Nous devons malheureusement constater que l'instrumentalisation de la religion et l'usage du mensonge, du dénigrement, de la calomnie et de la diffamation dans le débat politique depuis quelques années, par des personnes se réclamant de l'opposition, ont considérablement affaibli le combat pour l'alternance. Ceux qui se sont livrés et se livrent toujours à ces errements portent devant l'histoire, quel que soit leur statut, une lourde responsabilité dans le recul de la lutte de plusieurs décennies. Ceux qui tirent à boulet rouge sur l'ANC et ses responsables, sans autre raison que de promouvoir un nouveau Messie, se trompent lourdement, car le seul résultat de ces manœuvres politiciennes à courte vue est la désaffection pour les urnes des électeurs de l'opposition qui, déçus, voire dégoûtés, préfèrent rester chez eux au lieu d'aller voter en grand nombre. Il est temps de mettre fin à ces égarements qui démoralisent et démotivent les populations. N'est-il pas paradoxal d'inciter par le mensonge les populations togolaises à haïr un parti et ses dirigeants, dans le même temps qu'il est demandé
à ce même parti de mobiliser les populations contre la dictature? Comment mobiliser ceux qu'on incite à vous rejeter parce que vous seriez haïssable? Le seul adversaire politique de l'ANC est et demeure le RPT UNIR, qui devrait être la cible des véritables forces démocratiques. La volonté affichée par certaines personnes de détruire l'ANC coûte que coûte ne profite qu'au RPT UNIR. Ceux qui combattent l'ANC au lieu du RPT UNIR se trompent de lutte. Quand l'ANC serait anéantie, la dictature aura-t-elle disparu? Et il convient de s'interroger sérieusement sur les objectifs réels poursuivis par les pourfendeurs de l'ANC, car ils ne visent pas l'alternance, mais le leadership de l'opposition. Nous ne pouvons éviter la recherche de la vérité sur les faits qui ont conduit à la situation que connaît l'opposition aujourd'hui. Nous devons tout mettre en œuvre pour connaître les raisons pour lesquelles certaines personnes se réclamant de l'opposition ou prétestant travailler pour l'alternance et le changement ont choisi de franchir la ligne rouge de l'indécence et de l'immoralité, en adoptant des méthodes indignes, fondées exclusivement sur le mensonge et la calomnie, contre ceux qui ont consenti de lourds sacrifices dans le combat contre la dictature. Comment comprendre que ceux qui se sont engagés dans cette entreprise funeste tentent cyniquement de se défausser sur nous des résultats de leurs actes? Cessons d'œuvrer au rejet, à l'affaiblissement et à la disparition des partis politiques en tant que cadre et ferment de l'engagement et du militantisme politique. Face au RPT UNIR et à la dictature, exaltons plutôt l'effort de ceux qui consolident l'existence des partis politiques d'opposition par un travail acharné sur le terrain, un débat libre et intense au sein de leurs instances dirigeantes et une mise en œuvre rigoureuse des directives de ces dernières dans le strict respect de la discipline de parti. C'est à ce prix que nous allons ensemble redonner confiance aux forces vives de notre pays et remobiliser les populations togolaises en vue d'exiger et d'obtenir enfin les réformes politiques successibles, d'ouvrir la voie à un état de droit. Mes chers compatriotes, je ne saurais conclure ce message sans vous inviter à la vigilance et à la prudence en ce qui concerne la pandémie du Covid-19 qui sévit et se répand inexorablement dans notre pays, le Togo. Elle n'épargne personne. Nous-mêmes et plusieurs de nos proches, ainsi que de nombreux amis et connaissances, en avons fait la douloureuse expérience. Et je puis témoigner personnellement des cas de contamination avérés et du sort de personnes contaminées. Face à une telle situation, je demande instamment à toute la population togolaise d'aller se faire vacciner massivement contre le Covid-19 dans les divers sites retenus à cet effet par les autorités sanitaires. J'en appelle à la conscience et à la responsabilité citoyenne de chacun pour se préserver et préserver les autres de cette pandémie en se faisant vacciner.
Je demande aux autorités togolaises de tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité du vaccin contre le Covid-19 en quantité aussi bien qu'en qualité, avec une communication et un encadrement approprié pour permettre au plus grand nombre d'accéder rapidement et sans danger au vaccin. Il reste entendu que seule l'observation scrupuleuse des mesures barrières et la vaccination de l'ensemble des populations permettront de juguler la propagation des contaminations. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, à vous toutes et à vous tous, je souhaite une bonne fête de l'indépendance. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il bénisse et protège notre cher pays, le Togo. Abloré, abloré, abloré Gbadja. C'est le grand jour de l'histoire du Togo, proclamé République indépendante. Des personnalités et des délégations du monde entier arrivent à Lomé. Parmi elles, le ministre allemand de l'Agriculture, M. Schwarz. Le ministre fédéral et son ambassadeur, M. von Turek, représentant la République fédérale, ont vite établi des contacts cordiaux avec les parlementaires togolais responsables de l'avenir politique du Togo. « 27 avril, 0 heure.
le drapeau du nouvel État est hissé au-dessus de la ville plongée dans la nuit. C'est à la fois l'apogée et la fin d'une étape importante d'une évolution politique qui, sans faire couler le sang ou les larmes, a mené un pays à l'indépendance. M. Sylvanus Olympio, Premier ministre du Togo, remercie dans son allocution l'Allemagne et la France qui, toutes deux, administrèrent le Togo dans un esprit d'entraide et de compréhension et non en puissance coloniale. Lomé dans la liesse. Devant le monument de l'indépendance, les Togolais fêtent la naissance de leur république. Le Premier ministre, rayonnant, salue ses hôtes et la foule délirante de ses joyeux concitoyens. Le monument de l'indépendance, qui associe l'expression vigoureuse de l'art autochtone africain à une réalisation de style moderne, est le symbole de l'orgueil et de la joie de l'œuvre accomplie. L'indépendance, l'autonomie d'un jeune État. Le passé n'est pas oublié pour autant. Dans la paix du vieux cimetière allemand, on évoque le souvenir des hommes venus en colonisateurs et devenus des amis. Sur la tombe du gouverneur Köhler, qui administra la colonie de 1895 à 1902 et fut le seul haut dignitaire allemand à trouver son dernier repos en terre togolaise, le ministre fédéral, M. Schwarz, dépose la couronne du gouvernement fédéral d'Allemagne. Les tombes sont entretenues avec soin et piété, ainsi que les petits mausolées des chefs et princes de tribus. Devant l'édifice gouvernemental, la garde rend les honneurs. L'ambassadeur des États-Unis présente ses lettres de créance. Monsieur Alexandre von Török, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, accompagné du chef du protocole togolais, reçoit les honneurs de la garde. Des heures durant, les Togolais défilent devant leur premier gouvernement indépendant. L'armée est également présente à cette grande manifestation. Elle est encore modeste et compte porter ses effectifs à 600 hommes au cours des années à venir. Rois et chefs de tribus regardent passer les brigades des travailleurs représentant les industries nouvelles du Togo. Et puis, voici les enfants, futurs citoyens libres d'un jeune et fier État. Ce qui importe pour eux aujourd'hui, c'est le jour de congé et le grand défilé.
Après avoir parcouru les centaines de kilomètres qui séparent Lomé de leur province d'origine, parfois à la frontière du Dahomey, de la Haute-Volta ou du Ghana, les délégations des tribus arrivent avec toutes leurs pompes coutumières et rituelles qui émerveillent et même étonnent leurs compatriotes du Sud. Les rois des diverses tribus, les chefs de village et les délégués de district arrivent parés de leur couronne en or massif pour fêter cette journée entourés de leurs amis et sujets. Musiciens, danseurs et jongleurs ont l'occasion de déployer tous leurs talents. Plusieurs jours de suite, les Togolais fêtent la naissance de leur république. À une garden party, M. Sylvanus Olympio reçoit ses invités. Qui est cet homme appelé à guider les destinées du jeune État africain? Il a 58 ans. Il fréquenta des écoles allemandes, françaises et anglaises, fut étudiant à Londres et dès 1929, un des directeurs généraux de la grande société Unilever. Il quitta cette société pour se mettre au service de son pays natal, du peuple togolais, qu'il désire voir progresser et s'émanciper au sein d'un État moderne et indépendant. La tâche qu'il s'est proposé d'accomplir est ardue. Il aura à combattre la misère, l'ignorance et les superstitions. Il lui faudra une volonté de fer et une énergie à toute épreuve pour développer l'économie et mener à bien l'œuvre de civilisation de son pays. Pour remplir sa mission, il possède des atouts indéniables. Son bon sens, son esprit politique avisé et prudent, des amis sûrs chez lui, et, comme nous pouvons l'espérer, l'aide efficace des nations du monde libre. Mais aujourd'hui, les problèmes et les soucis n'ont pas été sortis des tiroirs du bureau ministériel. On jouit de l'hospitalité chaleureuse du Premier ministre.
Invité d'honneur de la jeune République, le duc Adolphe Frédéric de Mecklembourg, dernier gouverneur allemand du Togo, est cordialement accueilli. Messager des associations fédérales allemandes de football, ils présentent leurs vœux et cadeaux aux sportifs togolais. Le football est le sport favori. Il existe environ 80 associations officiellement reconnues et le 11 national du Togo a déjà remporté de belles victoires. Ici, en jersey rouge, il affronte l'équipe du Ghana. Vers le nord et l'intérieur du pays, en route pour Atak-Pamé. Dans la vieille église allemande, les catholiques viennent de célébrer une grand-messe en l'honneur de l'indépendance nationale. Ici également, au fin fond du pays, la fête bat son plein selon les rites et coutumes anciennes. À Amlamé, les gendarmes se régalent de chachlik rôti à la broche. Un mot sur le ravitaillement. Les porcs furent introduits déjà par les Portugais dans les régions côtières. Dans le nord musulman, par contre, on ne fait pas l'élevage. La production annuelle de viande au Togo s'élève actuellement à 1000 tonnes environ, relativement peu pour une population de près de 2 millions d'habitants. L'ancienne administration française s'est principalement souciée d'encourager l'élevage de bovins. L'on fit venir de Guinée et de la Côte d'Ivoire du bétail de reproduction réfractaire à la nagana, grave maladie infectieuse provoquée par la mouche tsetse. En nous dirigeant vers le nord, nous rencontrons au bord d'une rivière des femmes en train de laver des noix de coco pour en extraire l'huile. Les plantations de cocotiers au Togo couvrent aujourd'hui une superficie d'environ 6250 hectares. La production a atteint 3520 tonnes en 1957. L'aliment de base des Togolais est toute une variété de céréales de l'espèce du sorgho. Cette culture est la plus étendue des exploitations agricoles.
Ici, l'alimentation nous paraît un peu monotone et déréglée. L'ordinaire pourrait être amélioré. Cependant, il serait absolument faux d'imaginer les Togolais et d'autres peuplades et tribus de l'Afrique occidentale sous-alimentés. On compte 4000 calories en moyenne par habitant et par jour, ce qui est appréciable. Au marché, parmi d'autres denrées, se débite la canne à sucre. Aux abords du marché, voici une coiffeuse à l'heure. Avec art et dextérité, elle tresse les mèches de cheveux de sa cliente en petites torsades raides et effilées pour la rendre plus séduisante. Les professions artisanales, comme celles de tailleur, de menuisier, de serrurier, Habla